On va pouvoir reprendre cette deuxième table ronde. Deuxième table ronde consacrée à la question de la laïcité qui est parfois attaquée, pacifiée, instrumentalisée, détournée et qu'il nous faut protéger. Alors, les deux aspects que je vous présenterai plus qui ont fait partie de notre première table ronde, Valentine Weber et Nicolas Gallet, que je remercie encore, qui s'associeront à nos travaux, et deux invités de camarades à la vie. Je vais en train de vous présenter très rapidement. Carole Verbib, proviseur du lycée des métiers d'Auclin à Paris, membre de l'exécutif national du syndicat des chefs d'établissement, des personnels de direction par SNP de l'ENSA, et co-président de l'Observatoire national de la laïcité, qui a été fondé en 2022, chacun. Et à mes côtés, Jérôme Fournier, prof d'histoire géo en collège, et depuis quelques temps maintenant, secrétaire national au syndicat des enseignants UNSA, en charge du système éducatif et des conditions d'apprentissage. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Alors, très rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, je me tournerai d'abord vers Carole. Si tu veux bien, Carole, on revient sur cette notion qu'on a déjà évoquée dans la première table ronde, la question de la neutralité, de la façon dont elle est vécue en établissement, et puis peut-être aussi les frictions, des tensions que ça peut engendrer entre usagers personnels. Et si on peut utiliser ton micro, c'est très bien. Franck, il est sorti avec le micro, tu peux le faire avant ça. Merci. D'abord, je voudrais revenir sur qu'est-ce qu'être fonctionnaire. Et c'est bien ça la difficulté de les rappeler. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Parce que la question première de la laïcité, c'est la neutralité, ça a été rappelé par Olivier Cadet hier. Mais quand est-ce que cette obligation de neutralité nous est expliquée à nous, fonctionnaires, lorsqu'on devient fonctionnaire? Alors, je vais vous raconter ma vie. Moi, j'ai passé le concours de CDE dans la LMX Marseille en 1998. Je suis donc devenue fonctionnaire stagiaire d'abord, puis fonctionnaire. J'étais arrivée, on m'a fait prendre conscience du statut et de ce qu'impliquait ma mission de fonctionnaire. Heureusement que, je vais vous rassurer tout de suite, j'ai été élevée dans une famille de hussards noirs de la République, sauvée. Mais voilà, sans cela, on ne m'a jamais parlé ni de ce qu'impliquait être fonctionnaire, ni de laïcité. J'en ai entendu parler pour la première fois lorsque j'ai passé, non, après avoir passé le concours de personnel de direction en 2006, où là, pour la première fois, dans le cadre de ma formation, eh bien, on m'a parlé des obligations qui incombent aux fonctionnaires. Et puis, j'ai lu les premiers cours sur la laïcité, mais heureusement que j'en savais déjà un rayon, parce que j'avais déjà quand même travaillé en C5 pendant 5 ans, où j'ai été confrontée à ces questions brûlantes de laïcité. Donc, être fonctionnaire, c'est avoir conscience qu'on sert l'État et qu'on doit aussi fidélité à la République. Donc, c'est des notions qui sont fondamentales et que on a cette obligation de respecter le principe de laïcité. Être fonctionnaire, c'est pas une profession libérale, on a une mission de servir l'intérêt général. Et de ça, on doit bien un jour nous faire prendre conscience. Et choisir l'enseignement, l'éducation, c'est pas uniquement parce qu'on aime une discipline qu'on a envie de transmettre ou qu'on a envie de travailler avec des jeunes, mais c'est aussi s'inscrire au cœur de la promesse républicaine. Alors, je rappelle tout ça parce que, effectivement, dans ma pratique de chef d'établissement, je suis régulièrement confrontée à des personnels, des enseignants, qui ne voient pas bien où sont les limites à la neutralité et qui confondent leur engagement personnel et leur vie professionnelle. Alors,
avec des postures où les enseignants disent aux élèves pour qui ils doivent voter ou pour qui eux-mêmes votent, ou qui ont des manifestations à l'intérieur de l'établissement ou devant l'établissement, des manifestations d'ordre politique. Hein, voilà. Et ça nous met en difficulté. Et pourquoi c'est important ce devoir de neutralité? Bien, c'est aussi respecter nos élèves, ces jeunes qui sont en construction, et qu'on doit préserver de toute influence autre que celle des enseignements fondés sur la rationalité et la science. Vous disiez, hein, c'est ce que rappellent les deux circulaires de Janzé, 1936 et 1937, et offrir aux élèves, grâce à l'école, cette possibilité de l'émancipation. Parce que la vraie liberté, c'est de leur permettre de choisir, à partir des enseignements qu'on leur a donnés, et bien construire leur libre arbitre, et leur permettre de penser par eux-mêmes sans qu'à un moment on ait pu influencer leur jugement et les influencer dans ce jugement. Voilà, je laisse répondre à la question. Et c'est une difficulté qu'on a au quotidien. Merci beaucoup, Carole. Et d'ailleurs, on y reviendra avec un aspect très particulier dans la question peut-être de ces frictions et de ces injonctions contradictoires entre l'espace extérieur, la pression sociale et puis les exigences de l'école républicaine qui retrouvent aussi souvent sur les jeunes filles. On y reviendra aussi, si tu veux bien, par la suite. Je me tourne vers toi, Jérôme, pour te poser une question, mais justement, puisque Carole parlait de la question de la construction des élèves, de leur nécessaire émancipation. S'il y a un domaine dans lequel on est aussi systématiquement dans l'attaque, la récupération, la contestation, c'est le terrain des programmes. Je m'adresserai à vous, aux professeurs d'histoire de Léotude et également aux militants syndicales. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel enjeu par rapport à ces questions des clés programmes et surtout comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants qui sont parfois remis en cause par des groupuscules de parents qui essaient de récupérer aussi d'avoir une lecture très particulière du principe de laïcité? Alors merci, effectivement, c'est une bonne question. Alors la question des programmes, quand j'étais juste enseignant, je la vivais en termes d'application et finalement de rapport avec mes élèves et avec les parents. Aujourd'hui, dans mes fonctions syndicales, je vis cette question des programmes au moment de leur élaboration. Et c'est pas inintéressant quand même de voir comment les choses se passent, et je vais essayer de vous en donner quelques exemples pour illustrer mon propos finalement. Récemment, le gouvernement a fait le choix de revoir les programmes de MC, donc qui sont nouveaux depuis 2024 et qui montent progressivement en charge dans les différents niveaux. Donc on est, en tant qu'organisation syndicale, invité à donner notre avis sur ces programmes qui sont produits par le Conseil supérieur des programmes. Et notamment le programme de MC, ça fait partie de ces programmes, mais je pourrais parler du programme EVAR ou EVARS aussi, finalement, qui sont plus récents. Ça fait partie de ces programmes où il y a beaucoup d'enjeux et finalement où il y a aussi des révélations syndicales, j'ai envie de dire, entre la manière dont les uns et les autres portent ces questions-là. Et sur la question de la laïcité, je peux vous assurer que entre ce que porte l'UNSA en termes de laïcité et ce que portent d'autres, mais par exemple Sud Éducation, la vision est pas du tout la même. Et finalement, on est dans une bataille à la fois vis-à-vis du ministère qui nous propose un programme et que nous on cherche à amender par endroit parce qu'il nous semble pas tout à fait adapté. Et puis la bataille entre nos organisations syndicales parce qu'on n'est pas unis, on ne porte pas les mêmes projets et il faut qu'on arrive à s'imposer par rapport à l'autre si nous on pense que notre vision est la meilleure. Et il y a un élément par exemple sur lequel on a essayé de batailler et on n'a pas eu gain de cause parce que c'est parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas et donc ça apparaît toujours dans le programme en 6e par exemple. Nous il y a une expression qui ne nous convient pas, on parle de laïcité scolaire.
pour nous, il n'y a pas de laïcité scolaire comme il y aurait une autre laïcité. Je ne sais même pas laquelle finalement. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce qu'on pourrait avoir d'autre. La laïcité, c'est la laïcité. Elle n'est pas plus scolaire qu'elle est autre chose. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Si on avait été unis peut-être syndicalement sur cette question-là, peut-être on aurait réussi à convaincre le gouvernement de modifier cet élément-là. Et c'est pas le cas. Et moi, ça me gêne parce que finalement, je suis prof d'histoire-géographie, j'enseigne l'EMC, et donc je reçois ce programme-là, et la première question que je vais me poser quand même, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que, contrairement à Carole, les profs d'histoire-géo, dans leur formation universitaire, en fait, ils abordent la question de la laïcité, et c'est probablement ceux qui ont le moins de difficultés, même quand ils sont PE et qu'ils ont fait des études d'histoire-géographie, à aborder la question de la laïcité. Mais malgré tout, ça pose question. Et puis après, on a cette question de la mise en œuvre, pour laquelle on n'est pas toujours très bien formé. Et ça, c'est quand même un élément problématique à l'éducation nationale. La formation continue, comme la formation initiale, mais la formation continue est encore plus restreinte. Et puis on a la relation aux parents, aux associations, aux partis politiques, et là il y a de plus en plus une très forte pression finalement. Alors peut-être qu'il y a pu exister jadis, mais il y a quelque chose qui revient. On a ces parents vigilants par exemple, dont j'imagine que vous avez tous entendu parler, et qui peuvent très vite mettre la panique dans un conseil d'école ou un conseil d'administration, ou interpeller les enseignants et les mettre en difficulté parce que un enseignant, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui doute aussi, qui s'interroge et qui cherche la bonne voie. Et parfois, et je suppose que dans les lycées, tu le vis aussi, c'est très compliqué de faire face à ces contestations, parce qu'on en est bien là, contestation du programme de la nation que nous devons à nos élèves et tous nos élèves. Parce que si, comme tu le disais tout à l'heure, la loi de 2004, elle s'applique que à l'école publique, les programmes, eux, ils s'appliquent à tout le monde, école publique, école privée sous contrat, puisque ça fait partie d'un contrat que de respecter le programme. Et en ce moment, il y a de plus en plus d'enquêtes et heureusement, d'inspection à l'école privée, dans les écoles privées sous contrat. Et c'est quand même très utile d'aller voir comment ils respectent ou pas les programmes. Ça peut être aussi les programmes de sciences, parce que j'ai cité EMC, EVAR, EVARS, mais c'est des programmes de sciences aussi qui sont contestés, très fréquemment. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement, sur les programmes EVAR, sur l'éducation morale et civique ou sur les sciences, effectivement, on a des projets de contestation, et pas que de la part des élèves, mais aussi de l'extérieur, et qui viennent mettre en difficulté les agents. Peut-être, Nicolas et Valentine, l'une et ou l'autre, à votre convenance, peut-être revenir sur ces difficultés qu'on a évoquées. Peut-être, alors on en a parlé un peu lors de la première table ronde, mais est-ce que ce serait pas né aussi un peu d'une forme de confusion, ou du moins de malentendu? Jérôme a abordé la question de la loi de 2004, qui par exemple ne s'applique pas dans les établissements privés sous contrat. Ça peut être aussi une incongruité pour certains, le fait que depuis la loi Debré, l'État finance massivement l'enseignement privé. Ça peut être aussi le fait que parfois, ça peut être surprenant pour certaines de voir des aumôneries, ou en tout cas des religieux dans des établissements scolaires. Voilà. Et puis on voit aussi ce malentendu et ce manque de connaissances qui peut aussi créer une forme de frustration, de contestation et d'incompréhension entre usagers et professionnels, qui veut s'y coller. On va se partager. Sur les aumôneries, qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une disposition que l'on trouve dans l'article 2, l'article 2 de la loi de 1905. Il s'agit, je le rappelle, c'est la mise en œuvre de l'article 1er, c'est-à-dire à la fois assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes. Eh bien, il y a des espaces, à la fin du 19e, au début du 20e, et encore jusqu'à nos jours, qui sont des espaces fermés où les gens ne peuvent pas physiquement pratiquer leur culte, puisqu'ils sont empêchés, soit dans les hôpitaux parce qu'ils sont habités, soit dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils sont fermés, soit dans les internats, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'internats, soit les prisons, bien entendu, et l'armée. Et donc,
la République, parce qu'elle suit cette vision extrêmement libérale de l'article 1er, se doit donc de faire une dérogation pour ces espaces fermés et donc de proposer des services religieux, voire de les payer, de les subventionner, des services religieux aux personnes qui ne peuvent pas y avoir accès par eux-mêmes. Donc le statut des aumôneries, je pense, est extrêmement important. C'est quelque chose qui garantit nos libertés en tant que citoyens. Alors évidemment, on a des évolutions et maintenant il y a des aumôneries dans des établissements qui sont ouverts où les gens vont et viennent et donc on peut se poser la question de la persistance dans ce type d'établissement, mais je voulais rappeler l'origine de ces aumôneries. Avant de laisser la parole à Nicolas, sur la question de l'école privée, pour moi c'est un étonnement continue, continue. Comment on a pu décider en 1959 de subventionner, alors que c'est écrit dans la loi qu'il est interdit de subventionner toute manifestation et toute organisation religieuse dans œuvre religieuse. Donc pour moi c'est un étonnement absolu. Je laisse la parole à Nicolas. Merci, madame. Oui, effectivement, il faut rappeler qu'avant les lois Marie et Barranger de 51 et la loi Debré de 59, il n'y avait pas de subventionnement public de l'école privée. Pendant donc de nombreuses années en France, on ne pouvait pas subventionner l'école privée confessionnelle et c'était même cassé lorsque c'est arrivé par le Conseil d'État. Il y a eu quelques petites exceptions, mais donc généralement cassé par le Conseil d'État. Très logiquement du fait de la séparation. Alors après, la loi Debré est assez habile puisque effectivement elle distingue les choses, c'est-à-dire que est subventionné l'enseignement qui, comme a été dit, est celui des programmes nationaux d'éducation nationale et en aucune manière, évidemment, l'enseignement culturel ou l'activité culturelle. Donc on reste dans la limite normalement prévue par la loi. Le problème quand même, c'est que au fur et à mesure, cet enseignement privé a pris un poids considérable, un poids sur les finances publiques aussi, qui est considérable, et on a l'impression que l'État a fini par organiser sa propre concurrence. Et même à faciliter et même à favoriser le concurrent direct de l'école publique laïque. Et ça, c'est inacceptable. Je veux dire, toutes ces personnalités, excusez-moi, je parle un peu librement, qui sans cesse mettent en avant la laïcité, et on en a eu, des ministres, y compris d'éducation nationale, mais qui en même temps ont favorisé le privé, c'est totalement anti-laïque. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'ils sont véritablement laïques, il faut défendre l'école laïque. Il faut défendre les offres publiques laïques. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc là, c'est assez insupportable parce que, qui plus est, ces établissements privés confessionnels, souvent, ne respectent pas le contrat d'association prévu par la loi Debré, qui est déjà peut-être contesté sur le principe même, mais en plus, le contrat d'association n'est pas respecté. C'est-à-dire que il faut de dire qu'ils accueillent tout le monde sans distinction. En réalité, ils choisissent leurs élèves et donc ils font concentrer la misère sociale dans les établissements publics, ce qui crée qui plus est, une absence de mixité sociale dans le public scolaire du public, ce qui fait qu'évidemment, l'école publique concentre toutes les difficultés, mais aussi concentre les difficultés liées à ce qu'on appelle les replis, puisqu'évidemment, la population devient homogène. C'est beaucoup plus facile pour l'école privée, évidemment. Donc c'est un cercle vicieux parce qu'après, du coup, les gens veulent envoyer leurs enfants dans le privé par peur que le niveau scolaire de leurs enfants baisse dans le public, etc., etc. Et au lieu de contrer ce phénomène, on a beaucoup de ministres qui pourtant se disent héros de la laïcité qui ont favorisé ce phénomène. Et ça, c'est inacceptable à mon sens. On doit désormais renforcer les contrôles dans l'enseignement privé sous contrat, leur demander de prendre leur part dans la mixité sociale et revenir à un soutien massif de l'enseignement public laïque, y compris d'ailleurs dans des zones blanches où il n'y a même pas d'établissement scolaire laïque, alors que normalement c'est une obligation. Après de telles charges contre les établissements privés. Je m'attendais à être salle d'un applaudissement, je n'ai pas été déçu, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'était parfaitement dans les mandats de l'éducation et porté par le CNAL, donc effectivement, ça me va très bien. J'avais promis, Carole, on reviendrait, on a fait ce détour par le privé, parce qu'effectivement, ça fait partie de ces étonnements dont parlait. Alors, je crois effectivement, tout à l'heure, vous posez la question des États-Unis, ou d'apparence pas laïque, mais effectivement, là-dessus, qui aurait été jusqu'à une période très récente, extrêmement stricte en matière de financement des établissements privés.
Je voulais faire un détour et revenir avec toi sur la question de la façon dont c'est vécu par les élèves. Et je voulais que tu nous fasses un focus plus particulier peut-être sur la situation des jeunes filles qui concentrent un petit peu toutes ces attaques souvent. On parle souvent des jeunes filles effectivement qui sont celles qui sont pointées quand elles portent un voile, etc. Mais voilà, qui sont un petit peu dans cette injonction entre la pression sociale, parfois familiale, et puis l'exigence de l'école républicaine. Alors, oui, depuis plusieurs années, avec les jeunes filles, c'est le plus difficile, puisque ce sont les jeunes filles, notamment issues de l'islam, qui pratiquent la religion musulmane, qui sont venues en tenue, des tenues qu'on a qualifiées de religieuses. Donc, le dialogue était clair jusqu'à avec la loi de 2004, et puis il y avait l'apparition d'un nouveau signe qui était la Gaga, et dont le ministre Attal a tranché, qui est considéré comme une tenue religieuse. Alors, la loi de 2004 nous impose le dialogue, et c'est bien. Qu'on puisse et qu'on doit dialoguer avec ces jeunes filles, ce qui nous permet de réexpliquer l'esprit de la loi et de leur dire que, eh bien non, c'est pas une loi liberticide, parce que souvent c'est ce qu'elles nous disent. Pourquoi est-ce que je ne peux pas venir à l'école vêtue comme je le souhaite? Pourquoi est-ce qu'on m'impose une tenue? Et puis souvent il y a les camarades aussi, les garçons, et qui a la réponse en nous disant oui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme dans d'autres pays, notamment souvent ils opposent l'exemple de l'Angleterre, où les jeunes peuvent venir à la vie comme ils le souhaitent. C'est à Lyon d'expliquer ce que je disais tout à l'heure, l'esprit de la loi, et en quoi finalement c'est pas une loi liberticide, c'est une loi qui leur garantit la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la possibilité à l'école de ne pas être sous le joug d'une croyance ou d'une autre croyance qui n'est pas la leur, puisque l'enseignement est fondé sur la rationalité et la science. C'est ce travail d'explication sans cesse renouvelé, même si je vais être plutôt optimiste. Je trouve que depuis la circulaire Attal sur l'abaya, nous avons beaucoup moins en fait, de problèmes liés au port des tenues religieuses, en tout cas dans l'école. S'il y a des problèmes qui persistent, ils sont hors de l'école. Ce que je veux dire par là, c'est lors des sorties scolaires, lors des voyages scolaires. Voilà, et c'est là en fait que ce dialogue en fait, doit être poursuivi, expliqué à l'élève que même si on est dans la rue, à partir du moment où on est accompagné par ses enseignants et que la sortie est organisée par l'école, c'est bien le principe de la laïcité et la loi 2004 ça. Merci Carole. C'est vrai qu'on peut être optimiste quand on lit la dernière ouvrage de Judith Portier et Charles Mercier sur les jeunes et la laïcité, où effectivement ça va à l'encontre de nombreuses idées reçues et sur un attachement quand même assez fort en moyenne proportion d'âge des 18-30 qui peut nous inciter quand même à beaucoup d'optimisme. Tu as parlé de comment ça se passait dans l'établissement scolaire, et tout à l'heure, Jérôme, je reviens vers toi, tu nous parlais des difficultés dans les relations parfois avec le ministère. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi du fait, Jérôme, que les ministres, dont toi les chargés de ces questions-là, n'interviennent sur la question de la laïcité que dans les moments de crise, justement pour essayer de présenter ça comme un cadre qui serait fixé, qui apparaîtrait comme liberticide, en tout cas contraignant? C'est effectivement un vrai regret pour nous. Alors, moi, depuis que j'ai des fonctions syndicales nationales, j'en suis à mon 7e ministre, donc. J'en ai connu un quand même qui était le spécialiste de l'instrumentalisation politique, et effectivement, tu en as parlé, c'est autour de la Maya, et c'est Attal. Alors, peut-être que c'était nécessaire de prendre cette décision-là, mais l'instrumentalisation qu'il a fait de sa décision, toute la communication politique qu'il y a eu autour, a desservi en fait l'objet et le résultat qu'on cherchait à obtenir, même si finalement ça a sûrement permis de rentrer de clarifier, d'aider à gérer ces questions-là.
c'est un vrai regret que nos ministres ne parlent plus de laïcité de manière positive et n'en parlent pas en dehors des moments de crise. En fait, on a un assassinat, on a un problème, et là, alors oui, ils brandissent la laïcité. Ça y est, elle revient. Mais toujours comme un interdit, finalement, toujours comme une contrainte et toujours liberticide. Et il n'y en a pas un ces dernières années qui nous en parle de manière positive. Et ça manque. Enfin, pour nous, c'est un véritable regret. Alors, finalement, peut-être que l'actuel, on pourrait avoir de bonnes surprises. C'est pas impossible. Par exemple, Édouard Geffray, non? L'ancien des GESCO. Ouais. Voilà, l'ancien DRH du ministère et du GESCO. Il a quand même pris une position très claire sur une question qui s'est posée il y a quelques temps, puisque je ne sais pas si vous connaissez le SGEC, le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui a changé de secrétaire général, qui est Guillaume Prévost, et qui ne cesse de faire des déclarations provocatrices. Et donc, il a parlé des prières en cours il y a quelques semaines. Et finalement, le ministre n'a pas tergiversé. Et j'étais assez, à titre personnel, satisfait, presque un peu surpris, parce que malgré tout, vous le savez, c'est public, hein, il a la quasi-totalité de ses enfants à l'école privée, sa femme est enseignante dans un lycée privé, donc il a une relation à l'école privée sûrement plus forte au quotidien, pour lui, dans sa vie personnelle, pas dans sa vie de ministre, que l'école publique. Mais il a été très clair en disant que les contrats d'association de l'école privée avec l'État, c'était pas pour faire des prières en cours, et en cours, on y était pour enseigner aux élèves. Donc peut-être qu'on pourrait avoir de bonnes surprises de ce point de vue-là, et que ce ministre-là parlera de laïcité plus positivement, et puis surtout renverra dans ses cordes ce fameux Guillaume Prévost. Je vous encourage à aller lire le communiqué du CNAL qui vient de sortir ce matin, et qui réagit aussi à une autre des provocations de ce même personnage. Merci Jérôme. Valentine, vous avez un avant. Oui, les choses ont été dites, mais moi je parle effectivement de laïcité de règlement intérieur, en ce qui concerne l'école, qui c'est une image bien entendu, mais effectivement qui met l'accent sur ce qui est interdit et qui n'arrive pas à faire de la pédagogie de la liberté et du débat. Donc ça, je m'interroge évidemment aussi sur peut-être les moyens qui sont employés dans l'enseignement pour convaincre plutôt que contraindre, si je puis dire. Et je pense à une proposition de Ferdinand Buisson, alors ça remonte à il y a très longtemps, dans son dictionnaire pédagogique, qui, je ne sais plus à quel article, dit « Et si on organisait des débats en classe ?» Alors, on pourrait, par exemple, organiser une sortie et puis débattre en sortie où elle pourrait se passer, avec qui, qu'est-ce qu'on emporterait à manger, quelles activités on ferait, etc. Et puis, à la fin de ça, il dit « Oui, mais c'était complètement utopique, hein, et on n'y arrivera jamais, et donc on ne débat pas. » Et finalement, c'est peut-être cette culture du débat qui est régulièrement réintroduite dans les programmes et puis qui est retirée, qui pose un vrai débat et qui met les professeurs aussi dans une situation compliquée parce que on leur demande d'avoir une parole d'autorité, évidemment, parce que ce sont les sachants, ce sont les gens qui connaissent, mais en même temps, on sait très bien pédagogiquement que si on ne convainc pas, si on ne permet pas aux gens de s'approprier les idées qui sont proposées, voilà, c'est toute la dure réalité du métier de professeur. On ne devrait plus être dans l'ex cathedra, et c'est pour ça que cette laïcité du règlement intérieur, la charte de la laïcité à l'école, etc. Pour moi, ça c'est plutôt un recul, si vous voulez, que cette vie de la laïcité à travers l'apprentissage difficile. Je dis que je dis pas que ce soit facile, l'apprentissage du débat citoyen. Merci. Je voulais ajouter un mot. Non, juste. Pour rebondir sur ce que vient de dire Valentine, lorsque l'Observatoire de la laïcité a aidé à la mise en place de l'enseignement moral et laïque de l'ELC, justement, nous, on pensait l'ELC comme quelque chose qui permettait le débat. C'était l'objectif, c'était justement de rendre la chose interactive et de faire s'approprier les principes de la République et les valeurs de la République par les élèves via des mises en situation concrètes.
des scénels, du théâtre, et ça marchait, il me semble. Et malheureusement, toujours un peu le même, vous avez un ministre qui a voulu revenir là-dessus en imposant les choses par le haut, en revenant sur cette posture d'autorité, alors que ça marche pas quand on fait comme ça, on sait très bien, lancer l'éducation civique fonctionne pas de ce fait, de constamment délivrer comme ça par le haut, par le sachant, des savoirs, alors que quand on met en situation les élèves à travers des débats qui sont évidemment encadrés par l'enseignant, par le professeur, ça marche beaucoup mieux. Donc, effectivement, je pense qu'il faut revenir à cette logique du débat encadré, évidemment, sur ces thématiques-là, et de même qu'on allait aussi, à l'époque, souhaiter mettre en place des outils pour les enseignants sur la question de l'enseignement laïque, des faits religieux et des courants de pensée. Parce que très souvent, les enseignants sont interpellés forcément à la suite parce que les faits religieux l'école n'est pas imperméable à la société. Les faits religieux traversent notre actualité tous les jours. Et donc, il s'agit évidemment pas de traiter de la croyance pour l'école, ça relève absolument pas de l'école, mais en revanche, de traiter des faits religieux en tant que faits sociaux, d'avoir des éléments pour contextualiser les choses, historiciser les choses, faire prendre du recul aux élèves sur leurs propres convictions, croyances sur celles des autres, faire tomber un certain nombre de préjugés, d'a priori, et apaiser ainsi les situations. Or, c'est des sujets qui apparaissent très touchy et sur lesquels on n'outille pas suffisamment les professeurs. On avait conçu un plan de formation là-dessus pour qu'effectivement les enseignants soient outillés et plus à l'aise là-dessus et que du coup on puisse déminer les situations. Là encore, ça a été refusé et je le remets. Merci. Est-ce que c'est justement, ce serait justement pas encore une fois, cette incompréhension, encore une fois, sur la méthode, vous parliez tous et toutes d'une forme de laïcité en acte, versus une forme de laïcité catéchisme un peu républicain qui serait imposé un petit peu de force. Est-ce que, encore une fois, cette difficulté n'est pas une fait qu'on est sur des sujets extrêmement sensibles, qu'on est sur une société polarisée, et qu'effectivement, en témoigne peut-être aussi une forme de recul de l'enseignement du fait religieux. Alors, je ne sais pas effectivement de la question des croyances, mais comment est-ce que vous jugez un petit peu ce contexte et l'influence que ça peut avoir aussi sur la façon d'aborder ces questions-là, de s'y coller. Caroline ? Moi, je rejoins ce que disait Martine sur la transmission. Je crois qu'à un moment, il faut aussi regarder ce que nous, en tant qu'enseignants, contexte de notre direction, on n'a pas bien fait dans la transmission de la laïcité. Moi, j'aime bien dire dans la pédagogie de la laïcité. Alors, il y a plein de choses, on va y venir tout à l'heure sur la question de la formation des enseignants, parce que je crois qu'il y a aussi, c'est aussi beaucoup lié à ça. Des enseignants, voilà, on va y revenir tout à l'heure, pas formés, mal formés, voilà. Donc c'est compliqué. Et effectivement, comment est-ce que, au-delà de la transmission, on éprouve la laïcité au quotidien dans les établissements scolaires et la montrer aussi de manière plus positive, parce que c'est vrai ce que je dis. C'est toujours à travers les crises, c'est toujours dans des contextes de débat très polarisés qu'on parle de laïcité, de débat politique aussi, puisque parfois il y a une instrumentalisation de la question. On parle laïcité avec les élèves, alors que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on devrait pratiquer au quotidien et qui devrait être aussi le fait de tous les enseignants, et pas uniquement de l'enseignant d'histoire, géographie, de philosophie ou de lettres. Voilà. Donc c'est au quotidien, par tous les enseignants, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une posture collective et pas forcément dans des moments de crise. Alors, le 9 décembre, je trouve le permis, puisque à l'occasion de cette anniversaire de la laïcité, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les établissements qui permettent de parer laïcité, de noter d'une situation de crise. Et il faut s'emparer de ces moments-là. Merci, Caroline. La transition est toute trouvée. Jérôme, puisque vous en avez parlé toutes et tous, la question de la formation des enseignants, est-ce que tu peux nous faire nous donner un petit éclairage, Jérôme, en particulier la responsabilité particulière, souvent qui reprend pour des enseignants géo, on sait aussi le rôle particulier qu'il a dans cette transmission-là, et puis peut-être aussi
l'apport que ça peut donner à tous les personnels. Je sais que le syndicat des enseignants avait une enquête qui avait révélé des choses très intéressantes sur les collègues contractuels, par exemple. Oui, effectivement, c'est... Bon, Carole vient de le dire et je le disais tout à l'heure, quand on est professeur d'histoire-géographie en collège ou en lycée, on a plus de facilité, puis surtout, souvent, c'est à celui-là qu'on renvoie les temps hors programme, j'ai envie de dire, parce que celui de MC, c'est très souvent lui qui l'enseigne, en lycée, c'est peut-être le professeur de philosophie. Mais dès qu'il faut parler laïcité, on se tourne vers un enseignant, une discipline. Mais ça s'explique. C'est-à-dire que les autres sont quasiment jamais ou très mal formés au principe de laïcité. Donc comment est-ce qu'on arrive à transmettre à ses élèves ou à répondre aux questions quand on n'est soi-même pas formé? Et en fait, beaucoup d'enseignants sont dans une forme d'insécurité face à ça. Et donc la protection, quand on est en insécurité, c'est de se fermer, de se protéger, et donc de ne pas en parler. Et finalement, c'est ce que tu disais, il faudrait que tout le monde, au quotidien, puisse faire vivre ce principe-là. Et donc effectivement, on a fait une enquête en 2023, et je pense qu'elle est encore d'actualité. À mon avis, il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis, mais notamment, on avait identifié dans cette enquête sur la facilité ou pas à transmettre le principe de laïcité et la formation, que chez les enseignants contractuels, tout contractuel, hein, c'est-à-dire chez les personnels contractuels, pardon, tous les personnels, que ce soit contractuels, enseignants ou AESH par exemple, ou AEV, comme ils entrent dans leur métier sans formation initiale et avec très très peu de formation quand elle existe avant la prise du poste, finalement, ils passent complètement à travers ce que d'autres, les fonctionnaires stagiaires, peuvent avoir, dans le meilleur des cas, en formation initiale, sur un temps court en général. Et eux nous disent qu'ils sont encore plus en difficulté face à ce principe-là. Plus du tiers nous dit qu'il est en difficulté quand il s'agit d'aborder la question de la laïcité. Et 70% nous disent qu'ils n'ont pas été formés. Et quand ils sont formés, et ça c'est assez révélateur aussi de la manière dont on forme les personnels. J'allais presque dire les enseignants, parce que je pense que cette question-là, elle échappe en plus aux autres contractuels non enseignants. Mais quand ils sont formés, ils nous disent qu'à 85%, donc on peut être content, ils sont satisfaits des apports en termes de connaissances. C'est bien, parce que ça donne un socle, et c'est quand même la base. Sauf que ils ne sont plus que 36% à être satisfaits de la formation pour la mise en œuvre. Ouais. Et donc c'est bien beau de savoir, mais si après on se sent toujours pas en capacité de transmettre et de faire vivre, eh bien alors on a échoué dans la formation. Et ceux-là nous disent à 55%, eh bien j'en veux une autre formation. Finalement, parce que j'ai bien compris, je suis pas allé au bout, je suis pas prêt. Donc et je crains que depuis 2023 les choses n'aient pas avancé. Cher Mohamed. Merci, Géo. Oui, évidemment, Carole. On continue sur cette question d'information et formation tout au long de la vie. Vas-y, je t'en prie. Sur la formation, oui, effectivement, avec un grand plan de formation qui est initié par Jean-Michel Blanquer, qui avait promis de former rapidement 800 d'enseignants. Alors, pour le ministère, la formation a été faite, moins. J'ai fait 2 établissements depuis, je n'ai jamais passé une convocation pour une formation. Alors il paraît qu'il y a une inégalité entre le territoire, on vous dire, oui, mais à Paris, ça n'a pas été créé, mais ailleurs, ça a été fait pour. Je suis d'accord. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ces formations, il est surtout question de l'histoire de la laïcité. Alors, bien sûr, c'est important que les enseignants connaissent cette histoire, mais ce qu'ils doivent connaître aussi, c'est ses implications dans l'école et sur la façon dont ils vont pouvoir transmettre la laïcité à travers leurs enseignements. Alors souvent les enseignants me disent, oui, en histoire géo, c'est plus facile, parce que les enseignants parlent, parce qu'à l'ES, qu'est-ce que je fais quand je fais les maths ou une autre discipline. Et c'est bien ça qu'il faut faire percevoir aux enseignants, c'est que quelle que soit la discipline, eh bien, il y a matière à transmettre la laïcité, à enseigner ce principe de laïcité, mais ils n'en ont pas conscience. Donc c'est bien qu'il y a encore des choses à travailler.
Et cette formation, ça ne doit pas être un one-shot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ça y est, le plan de formation a été fait, on s'est acquitté de notre mission. Non, c'est une formation qui doit aussi se faire tout au long de la carrière des enseignants. Il faut y revenir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en une fois. Coulent aussi les personnels, tu l'as dit, contractuels, qui arrivent au fur et à mesure, qui sont recrutés au fur et à mesure de leur éducation nationale et qui sont pas recrutés. Et puis il y a une autre catégorie de personnel, ce sont les agents, qui dépendent des collectivités territoriales, qui eux, non plus, ne sont pas du tout formés et qui font partie aussi de la communauté éducative. Donc pour que cette communauté éducative soit cohérente, il faut qu'on soit tous au même niveau de formation et formés régulièrement. Merci, Carole. Peut-être un autre. Oui. Une question me vient à l'esprit, mais elle est peut-être complètement irréaliste. Mais pourquoi alors ne pas consacrer un moment à la rentrée pour justement rappeler les missions de l'école publique et les obligations que cela oblige finalement les personnels et après à eux de transmettre. Alors moi je le fais. Dans mon discours de rentrée. Non mais il me semble que il faut aussi, s'il n'y a pas de formation réellement effectuée au niveau national ou au niveau régional, il faut peut-être s'en en parler. Merci beaucoup. Une question connexe, peut-être ça va revenir vers toi, Carole. Un référent laïcité d'une académie qui m'est cher, Académie, qui disait « fraternité, c'est le parent pauvre de l'Union républicaine ». Ça explique aussi peut-être parfois les difficultés qu'on peut avoir à essayer de faire que la laïcité soit quelque chose fédérateur et rassemblant. Est-ce que la question de la fraternité, la façon ça se vit à l'école au sens très large, est-ce que c'est pas aussi une difficulté des enjeux du quotidien sur toi, Carole? Alors, oui, enfin, moi je considère que plus fort et plus puissant que l'empathie, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de cette question de l'empathie, que je trouve un petit peu bisounours, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Et pour moi, il y a quelque chose de plus fort, un peu plus puissant qui est la fraternité, parce qu'il y a un lien universel qui se crée à travers la fraternité, et c'est réellement le partage de quelque chose au-delà des différences, et qui permet aussi d'accueillir l'autre en soi. Et je crois que c'est une valeur qu'on ne travaille pas assez et qu'on n'éprouve pas assez dans les établissements scolaires. Et pourtant, sans la fraternité, et les autres valeurs n'existent pas. Il n'y a pas de liberté sans fraternité, il n'y a pas d'égalité sans fraternité, il n'y a pas de laïcité sans fraternité. Donc c'est une notion essentielle, mais qui est très peu développée dans les établissements. Et dans la formation des enseignants, bien peut-être qu'il faudrait insister, puisque on se rend compte qu'il y a du manque, et cette valeur existe, elle est sur le fronton de nos établissements. Et bien il faudrait qu'on arrive davantage à l'éprouver, parce que je pense que ça se déprouve en fraternité, à la travailler avec les élèves. Alors à nous, on a la chance de faire un métier qui nous permet d'inventer, d'innover et de créer. Eh bien, à nous d'investir le champ de la fraternité, et avec nos élèves, de créer, de leur faire prendre conscience de cette valeur et de créer des moments au cours desquels ils peuvent éprouver cette valeur essentielle. Merci, Carole. Un mot de l'avant pour vous, Jérôme? Non. Je ne dirais pas mieux. Tu dirais pas mieux? Non. Mais ça permet d'enchaîner sur l'autre question, parce qu'on en revient quand même aussi, puisqu'on a parlé de laïcité attaquée, parfois un petit peu détournée, à l'instrumentalisation politique. On en discutait un petit peu avant l'ouverture de ce colloque. Effectivement, comment peut-on expliquer que des années après, que je souhaite exprimer par exemple sur la question de l'analyse, que la question du voile revient systématiquement à l'université par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer cette récupération? Parce que Nicolas Canet, je me tourne forcément naturellement vers vous, nous donner comme ça un petit panorama de cette ambiance très particulière qui revient et qui récupère, y compris clairement à l'extrême droite, le principe de laïcité pour essayer de véhiculer autre chose et qui le dévoile de son esprit originel de 1905.
Oui, alors ce qui est inquiétant, c'est qu'au départ, c'était que l'extrême droite. Mais c'est plus du tout que l'extrême droite. C'est désormais un discours que l'on entend, y compris sur presque dans presque toutes les formations politiques, en tous les cas, dans presque tous les groupes politiques. Hein. Donc c'est, alors évidemment des degrés divers, mais cette volonté de neutralisation de la société civile, de l'individu, va désormais très loin et est portée par de nombreuses voix. Quand bien même, en effet, ça s'oppose à la laïcité humaine, et notamment à la loi de naissance 1905, avec une confusion entre finalement ce qui est vraiment la laïcité, à savoir cette séparation, cette égalité de traitement, cette question sociale qui est évidemment liée à la question laïque, comme le disait Jaurès. Hein. Il faut travailler sur les offres publiques laïques, les offres de services publics laïques partout sur le territoire pour assurer quelle est la laïcité, sinon ça ne marche pas. Non, maintenant on est plutôt dans une logique d'identité. En fait, à travers la laïcité, ces personnalités-là parlent d'identité et vont utiliser la laïcité comme une sorte de bouclier qu'elle n'est pas, pour protéger une supposée identité majoritaire face à des identités minoritaires qui ne seraient pas suffisamment intégrées à un commun, mais qui est en fait un commun qui est exclu. Donc il y a un problème. C'est pas ça la laïcité, c'est pas ça du tout. La laïcité, c'est plutôt un cadre commun justement qui est censé intégrer et faire avancer tout le monde, quelle que soit la conviction ou croyance. Évidemment, il y a des limites, ses convictions et ses croyances, mais il n'y a pas, en revanche, la laïcité n'a pas à être changée en outil d'ordre moral, en fait, hein, et le contrôle de la pensée d'autrui, et lors qu'il ne trouve pas l'ordre public, et lors qu'il n'impose rien à autrui. C'est typiquement le cas des parents accompagnateurs. Les parents accompagnateurs de sortie scolaire, ils conseillers d'État l'a rappelé depuis des années. Pourtant, on continue d'avoir ici ou là des applications erronées du droit. Ce sont des usagers du service public. Ce ne sont pas des personnes qui exercent le service public. Évidemment, les parents accompagnateurs ne peuvent pas commenter une statue ou un tableau dans un musée qui est visité lors de la sortie scolaire. Cela relève de l'enseignement et donc des professeurs. Mais en revanche, ils sont là et ils donnent de leur temps bénévolement pour aider à traverser une rue et monter dans un bus, sécuriser les enfants. C'est pas directement l'enseignement qui est délivré par des professeurs, évidemment, et donc ça explique l'enseignement. Donc le Conseil d'État a pu rappeler que là, il n'y a pas lieu de les neutraliser. Et pourtant, il y a effectivement cette volonté d'intellectuelle neutraliser. C'est toujours ce qu'on disait un peu tout à l'heure, à savoir ces personnalités qui se disent héros de la laïcité en multipliant les interdits, mais en n'agissant pas au code des replis. S'il y a des replis, c'est plutôt parce que, typiquement, il y a des publics qui sont homogénéisés. Et donc, il y a du mimétisme qui se fait. Il y a du repli aussi, parce qu'il y a une volonté d'avoir une communauté de solidarité lorsqu'on se sent, à tort ou à raison, exclu du commun et de la société commune. Et quand on lit le rapport défenseur des droits d'hier, on peut se dire que c'est pas tout à fait à tort. Parce que les discriminations à raison de sa religion supposée, en particulier musulmane, sont colossales. Donc, en effet, il y a un repli sur une communauté de solidarité, un sentiment d'appartenance. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut agir. C'est plutôt sur ces causes qu'il faut agir, plutôt que de systématiquement multiplier des interdits qui sont des sparadraps qui ne tiennent pas, qui ne résolvent aucunement la racine des problèmes. Merci, oui. Jérôme, tu voulais dire aussi peut-être sur les incidences aussi, comment ça se fait dans un établissement scolaire? Oui, et puis avant, j'ai quand même l'impression qu'on a un peu abandonné, nous, les tenants de la laïcité, on a un peu oublié d'en parler. Et c'est vrai à l'école, je pense, comme c'est vrai dans la société. Et ces dernières années. Et moins on en parle, plus on laisse le champ à d'autres de s'emparer de cette question-là. Et je pense qu'il y a aussi de ça dans l'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui, partie de l'extrême droite, et effectivement, malheureusement, qui a colonisé d'autres bancs de l'Assemblée. Tu peux me rappeler la question que tu me posais? Non, mais c'était juste un prolongement pour voir comment cette instrumentalisation, cette récupération, cette tension pouvait se retrouver dans l'établissement. Oui, de fait, de toute façon, si quelqu'un pense encore que l'école est en dehors de la société, qu'il me le dise. Enfin, j'en connais en vrai, hein, qui le disent. Alors, je suis pas sûr qu'ils le pensent, mais ils le disent, ils le professent, ils le clament haut et fort. Je vois Béatrice en face qui sait bien à qui on fait référence. Non, elle est dans la société, et heureusement qu'elle est dans la société, l'école. Donc effectivement, les débats qui agitent la société, ils arrivent aussi à l'école, et l'instrumentalisation, on la connaît. Et puis les enseignants, tout à l'heure, Carole a parlé des fonctionnaires, effectivement, ce que c'est qu'être fonctionnaire, elle a commencé par ça. Parfois, oui, on s'oublie un peu et
on oublie qu'on est fonctionnaire avant d'être citoyen quand on est à l'école et face à nos élèves. Merci. Valence, vous voulez ajouter un mot? Oui, je pense qu'il y a un phénomène philosophique intéressant dans cette instrumentalisation, c'est que la laïcité devient petit à petit, chez certains, une sorte de valeur qui serait à l'égalité avec les trois autres, alors que c'est le principe qui permet l'épanouissement des trois valeurs de la devise républicaine. Et en faisant de la laïcité une valeur, laïcité, 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 pour paraphraser De Gaulle, eh bien, on oppose une valeur à d'autres valeurs, et en particulier des valeurs religieuses, et on sait très bien lesquelles. C'est les valeurs dites musulmanes et tous les fantasmes autour de la charia, etc. On en fait donc une valeur qui devient une valeur nationaliste et in fine, parce qu'elle s'attache toujours au même, une valeur qui devient raciste. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. Pour nous, c'est la catastrophe. Voilà, parce que c'est pas ça la laïcité. Et donc, on souffre chaque fois que certaines personnes doivent invoquer la laïcité comme la solution à tout, alors que ils prônent une attitude d'interdit, de contrôle et de restriction des libertés. Merci. Carole, tu voulais je t'en prie. Dans l'instrumentalisation, ce qui nous effraie, c'est qu'il y a le logiciel littéraire, il y a un espace privé, il y a un espace public. Et quand il y a un brouillage de messages, quand on confond l'espace public et l'espace privé, parce que c'est simple, on explique aux élèves, voilà, à l'école, c'est comme ça, le principe s'applique, dehors, vous faites ce que vous voulez. Et quand, eh bien, des politiques, alors on a eu encore le débat, une intervention récente d'un homme politique, je vais pas citer, c'est pas la peine, mais sur l'interdiction du voile pour les mineurs, dans l'espace public. Voilà, ça brouille le message et ça complique après ce que nous, on explique aux élèves. On leur dit, c'est clair, c'est un principe clair, et les débats dans la société font que ça opacifie la clarté de ce message. C'était la même chose sur le débat sur le burkini, sur la plage. Voilà. Et les élèves disent, enfin madame, vous avez dit que c'était interdit à l'école, mais maintenant on nous interdit à l'extérieur de l'école. Voilà. Et donc c'est ce brouillage. Voilà, quand finalement ces débats viennent opacifier et même rendre notre message complètement incohérent, qui nous complique la tâche. Et l'instrumentalisation, elle est où? Et au-delà de l'instrumentalisation, puisque là tu me parlais tout à l'heure de la neutralité des agents, est-ce qu'il y a aussi une difficulté qui est en vue par, et qu'est-ce que ça dit d'ailleurs de l'évolution de la loi, parce que je pense que la loi 2016 qui vient aussi neutraliser en partie aussi un peu l'entreprise, à la loi 2021 qui vient aussi donner de nouveaux aspects, qu'est-ce que ça dit de cette évolution dans la conception de la laïcité? Et est-ce qu'on est toujours dans le droit fil de 1905? Est-ce qu'on va avoir autre chose? Quel est ton avis par rapport à ça? Pour le moment, l'équilibre global de la loi de 1905 n'est pas brisé, mais clairement, il y a une volonté de beaucoup de le briser, même s'ils ne l'assument pas, parce qu'ils savent que la loi de 1905 est quand même précieuse pour beaucoup de Françaises et Français. Donc ils ne l'assument pas, et même ils ont tendance donc à dire que c'est au nom de la laïcité. C'est ça qui est agaçant en fait, c'est qu'ils disent qu'au nom de la laïcité, ils vont étendre la neutralité. Alors en fait, c'est complètement contradictoire avec la laïcité. Et ça aussi, ça brouille le message, puisque du coup, les gens ils reçoivent ça, ils disent ah bon, mais c'est ça la laïcité, c'est d'être neutre partout. Alors c'est pas du tout le cas. Donc on est obligé de ramener derrière pour rappeler que non, ça n'a rien à voir avec la laïcité. On a des propositions de loi en effet au Sénat qui ont même été adoptées au Sénat et qui sont écrites au nom de la laïcité. On va imposer la neutralisation, par exemple, des parents accompagnateurs, ça a été adapté au Sénat, heureusement pas à l'Assemblée. Au nom de la laïcité, on va imposer la neutralité des personnes qui font du sport dans des clubs privés amateurs, alors que ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est même extrêmement contradictoire avec la laïcité, etc. Au nom de la laïcité, on va imposer la neutralité générale dans toutes les entreprises privées, ce qui est là encore complètement contradictoire. Dans l'entreprise privée, les règles en qu'est-ce qui s'applique, vous pouvez avoir des restrictions si elles sont objectives, justifiées, proportionnées. Ça peut pas être discriminatoire, ça peut être sur deux ressentir, ne j'aime pas ça, donc l'interdit, heureusement. Donc c'est ça qui brouille le message, c'est qu'on entend dire des parlementaires de premier plan, parfois des chefs politiques, parfois des personnes dans tous les jours sur le télé, en particulier tout l'heure, qui sont experts en tout et qui vont vous dire que la laïcité impose ceci ou cela, alors que c'est pas du tout le cas. Et évidemment, ça infuse l'opinion publique. Il y a des jeunes qui écoutent ça et ils disent, ah ouais, en fait, c'est ça la laïcité. Alors que non. Et donc, nous, derrière, on rame pour rappeler ce qui est vraiment la laïcité. Et comme on a quand même un débat public qui est quand même sacrément
naufragé, pardon, et bien évidemment, ça ne l'est pas, parce que les médias, même mainstream, même de service public, vont relier ces paroles et ces idées fausses sur la laïcité. Ils ne vont absolument pas prendre le temps de la réflexion en interrogeant des gens un peu plus experts, peut-être, un peu plus réfléchis. Non, ils vont toujours prendre leur tout-de-l'homme du plateau pour raconter n'importe quoi. Et ça, c'est insupportable. Donc oui, il y a évidemment cette tentation à idéologiser la laïcité. En effet, ça a été dit par Valentine, parce que c'est transformé en valeur. Alors, c'est un principe au service de valeur. C'est très différent. Parce que la valeur, c'est subjectif, ça s'apprécie subjectivement. Et donc, il y a cette volonté d'idéologiser la laïcité pour en faire un outil d'ordre moral et de contrôle social. Et ça, c'est complètement contradictoire avec les artisans de la laïcité, et même avec notre histoire. Ça a été rappelé par Valentine. La laïcité, ça a été pensé justement pour gérer la pluralité, pour faire ensemble dans une pluralité. Et maintenant, on voudrait revenir, en fait, au contrôle des minorités par une majorité. C'est complètement l'inverse de l'essence même de la laïcité. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, et plus que cela, il faut qu'on en rappelle davantage encore les médias, mais aussi les responsables qui ont ce type de propos. Merci. Au-delà des tautologues, pour reprendre ton expression, est-ce qu'aussi il n'y a pas une difficulté, ça fait une formidable richesse, mais peut-être aussi parfois une source de difficulté, grande sensibilité, le spectre est assez large, dans le grand camp laïque, dans la grande femme laïque, pour l'expression. Est-ce qu'aussi il n'y a pas une difficulté par rapport justement à ces différentes sensibilités au sein même des experts de la question laïque? Il y a toujours eu une multitude d'interprétations philosophiques de la laïcité. Et, effectivement, il y avait un débat même avant la loi de 1905 entre les combistes, ceux qui étaient proches de l'Aristide Briand, etc. Donc, il y a toujours une multitude d'interprétations intellectuelles. Mais en revanche, du fait aussi de notre histoire singulière, il en a découlé un droit qui est connu, qui est clair. Et autant on peut avoir un débat démocratique sur ce qu'est la laïcité, autant on doit appliquer le droit tel qu'il est inscrit et tel qu'il est repris par notre Constitution. Le problème, c'est pas tant que ces gens avec des interprétations de la laïcité, ils ont le droit de le dire, c'est qu'ils font croire que c'est la laïcité en droit et que c'est celle qui doit s'appliquer. C'est là où c'est problématique. Ils devraient assumer le fait qu'ils sont contre la loi de 1905 et qu'ils veulent une nouvelle laïcité. À la limite, il y en a quelques-uns qui l'assument ainsi, et c'est mieux, parce qu'au moins on sait de quoi il s'agit, et on sait qu'ils ne sont pas favorables à notre laïcité actuelle. Mais beaucoup, trop, se disent défenseurs et promoteurs de la laïcité alors qu'ils défendent autre chose. Et c'est là où ça fausse la bonne compréhension du principe. Merci. Justement sur cette thématique, Carole, tu me disais, sans préparer cette intervention, comment est-ce qu'on peut rester ferme sur le principe et sans être récupéré? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette difficulté-là en tant que professionnel de l'éducation, tu ressens, tu vis dans ton établissement? Rester clair quand on est cohérent, voilà, rester clair sur le principe, rappeler régulièrement ce qu'est le principe, l'expliquer. Enfin, ouais, c'est ce que je disais aussi sur être clair aussi sur ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à l'extérieur de l'école, et assurer les élèves qu'en dehors de l'école, eh bien, ils peuvent être ce qu'ils ont envie d'être, voilà, et porter les signes qu'ils souhaitent porter, et penser, voilà, et diffuser ce qu'ils souhaitent, voilà, et c'est là-dessus en fait, c'est d'où l'importance en fait de ces deux espaces clairement définis. Effectivement, la difficulté, c'est la récupération au nom d'une idéologie du principe pour appliquer des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord et notamment discriminer. Voilà, mais je pense qu'à partir du moment où c'est clair dans nos esprits et qu'on arrive à l'expliquer clairement aux élèves, eh bien on arrivera à faire face à ces tentatives en fait de dévoiement du principe. Merci, je le permets sur cette jeune. Oui, c'est le mot brouillage qui me fait réagir, mais aussi ce que vous avez dit, Valentine, tout à l'heure sur principes et valeurs. Alors, je ne voudrais pas dénoncer, mais au ministère, il y a un chef de bureau qui s'appelle Jean H, agrégé d'histoire-géographie. Donc, il a en charge les programmes de l'éducation nationale et il affirme, et c'est comme ça que c'est écrit dans les programmes de l'EMC, que la laïcité est
une valeur et un Ouais, principe. il a tort. Et voilà, mais Il a tort. je tenais juste à C'est apporter très volontaire. cette petite Et précision. c'est très volontaire. C'est tout sauf anodin. C'est bien sûr anodin et c'est très volontaire. Absolument. Avant de donner la parole à la salle, je suis sûr qu'il y a pas mal de questions comme ça, on prendra le temps, mais plus Sora, aucune et aucun. Peut-être quand on l'avait dit, on remis là-dessus sur la première table ronde, peut-être aussi un point, un élément de comparaison, ces débats qui nous agitent évidemment ont lieu ailleurs. Est-ce que vous pouvez quand même donner une petite idée, Valentin, tu parlais tout à l'heure de la question du Québec qui est très intéressante aussi sur les questions, enfin, voilà, les questions qui les agitent aussi sur aussi de nouveaux défis à affronter, etc. Voilà. Comment est-ce que d'autres pays abordent aussi ces tensions et ces questions par rapport aux Ben, c'est extrêmement divers. Hein. Ce serait difficile de faire un catalogue sur les signes religieux et en particulier musulmans avec le voile islamique. Il y a des pays qui ont là aussi émis des lois d'interdiction. Hein. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en Autriche. Mais c'est à chaque fois de manière, je dirais, moins systématique, beaucoup moins générale et beaucoup moins systématique qu'en France. On parlait de l'Angleterre tout à l'heure, effectivement, il y a pas l'interdiction des signes religieux à l'école, mais c'est toujours quand même mitigé par le fait qu'il y a un uniforme la plupart du temps, donc il y a quand même un désir de, si ce n'est d'homogénéiser, en tout cas de rendre les personnes moins distinctives les unes des autres et donc permettre peut-être moins de discrimination. Enfin, ça, c'est un choix, on le tente, enfin, on en parle régulièrement pour la France et je crois que les tentatives sont toutes... voilà. Et, je pense que c'est une pensée un peu réactionnaire et ça va pas réduire les difficultés. Mais effectivement, cette question du débat à l'intérieur de l'école et de l'affirmation des différentes identités dans un espace commun où on doit travailler ensemble, c'est une question qui traverse évidemment toutes les sociétés, puisque les sociétés, encore une fois, dans les pays démocratiques, et qui est résolue, alors peut-être avec moins de catastrophisme et de panique morale qu'en France. Plus on est dans un débat politique, je disais, le Québec, c'est vraiment un débat politique très fort. Il y a bien une opposition duelle, et pas comme en France où, vous l'avez tous dit, j'insiste, les conceptions de la laïcité ne recouvrent absolument pas le positionnement politique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque famille politique, vous avez les deux conceptions, la conception dite libérale et la conception de laïcité de contrôle plutôt pour d'autres. Donc, c'est des débats en cours. Je pense que c'est important qu'il y ait ces débats. Je pense qu'on va s'en sortir. Moi, je suis assez optimiste sur le long terme. On va s'en sortir parce que... D'abord parce qu'on s'aperçoit, et l'enquête qui est récemment publiée de Philippe Portier et de Charles Mercier sur les jeunes et l'islam montre qu'il y a une attitude ambivalente finalement de ces jeunes et l'islam qui sont à la fois très attachés à la démocratie, à la République, et en même temps ils veulent que leur identité soit reconnue. Donc il y a cette espèce de concurrence qui les agite et qui, alors je ne parle pas des groupuscules très politisés, islamisés, etc., mais enfin comme on a connu des groupes de gauchistes extraordinairement politisés dans certaines parties de notre histoire et qui ont pu être contre sociétaux. Je pense qu'il y a les adultes, excusez-moi, je vais un petit peu de mal à dire, mais les adultes le font sur le mode de la déploration. Les jeunes ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité. Il y a des atteintes à la laïcité. Déjà, le terme atteinte à la laïcité, pour moi, insupportable, surtout venant des usagers, mais bon. Et donc, il faut encore leur expliquer, leur refaire une couche de catéchisme de laïcité parce qu'ils n'ont pas compris. Et en fait, moi, je pense que leur conception de la laïcité, elle est plus proche de la conception de la loi de républicaine, de la loi de 1905, et qu'heureusement, c'est eux qui vont prendre le pouvoir, parce que nous, on va... Voilà, c'est eux qui vont l'appliquer. Hein. Et moi, je trouve ça plutôt positif. Voilà. C'est beaucoup mieux.
C'est dommage parce que c'était des paroles qui clôturaient magnifiquement dans l'esprit et dans le temps, mais j'avais quand même encore une petite question pour en revenir sur l'école. Et je m'adresse notamment à Carole et à Jérôme. Tu disais tout à l'heure, Carole, finalement, la laïcité, c'est assez simple. Il y a quand même quelques principes qu'on peut mettre en évidence et puis appliquer au sein de l'école avec des objectifs clairs. Est-ce que malgré tout, quand même, une école de plus en plus ouverte, qui n'est plus forcément dans les murs, mais aussi hors les murs, je pense notamment à des élèves qui sont soumis à, alors pas une laïcité scolaire, mais une implication en milieu scolaire de la laïcité, avec des règles particulières qui sont dans ce stage, par exemple, et tout songe à une application dans l'entreprise qui est quand même qui ne répond pas au même code. Est-ce que c'est pas aussi ça, peut-être un peu de nature à perturber avec une école encore un peu plus ouverte? Oui, parce qu'il y a des règlements différents, je l'ai rappelé. Tout à l'heure, je parlais des sorties scolaires où le principe s'applique en dehors de l'école, mais en stage notamment, et c'est là, ce n'est pas. Alors qu'on a une convention avec une entreprise, hein, c'est l'établissement scolaire, ici, une convention avec l'entreprise, et bien là, c'est le règlement de l'entreprise qui s'applique. Alors oui, les enseignants, alors ça, moi je n'en parle parce que ça m'est arrivé récemment et je vais en parler. Il y a des enseignants qui reviennent du cycle de stage et ils me disent Madame, là, l'élève est dévoilé. Ah oui, mais elle a le droit. Ah bon? Et elle n'a pas le droit quand on va au théâtre. Pardon? Voilà. C'est pas pareil. Parce que. Bon, donc oui, ça c'est compliqué. Mais pas que pour les enseignants, pour les élèves aussi. Hein, d'où la nécessité de faire de la pédagogie et d'expliquer, eh bien, même si c'est pas toujours facile à comprendre et parfois à accepter, qu'il y ait des règlements différents. Les enseignants, je vous dis, enfin, je pense qu'on est ici, je pense que pour eux ce serait plus simple que lors des sorties scolaires, eh bien, les élèves puissent porter leur tenue religieuse. Parce que ils me disent que c'est extrêmement compliqué à expliquer aux élèves qui considèrent qu'ils sont en dehors de l'école, dans la rue, et notamment le soir, parce que souvent les sorties scolaires, c'est le soir. Ils me disent, voilà, pourquoi est-ce que là on ne les laisse pas? On ne les laisse pas parce que la loi est comme ça et qu'on va appliquer la loi, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Merci. Jérôme, un mot sur cette question? Ce que tu décris, c'est tout l'art de la pédagogie et de l'éducation. Et moi, je me dis que c'est ça, faire vivre la laïcité avec nos élèves, en fait. Et alors, certes, c'est plus difficile, probablement. Oui, et parfois, on aimerait bien simplifier la tâche quand on est enseignant. Mais finalement, ça revient à ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure sur les programmes et l'évolution des programmes entre ceux de 2015, ouais, c'est franche histoire, mais c'est oublié, de 2015 au moment de la création de l'EFC et ceux qu'on a maintenant, qui ont changé tout, mais ça n'a plus rien à voir. On est retombé dans un catéchisme, effectivement, et on n'a plus de débat, c'est plus conçu comme ça. Mais on fait plus vivre. Mais globalement, le programme de l'EMC, c'est pas que sur la laïcité, sur toutes les valeurs de la République, c'est du descendant, et vous devez savoir ça, et jamais on le met en application, et jamais on fait vivre. Eh ben, c'est plus compliqué, mais finalement, c'est notre tâche, je crois, et elle est belle, et elle est grande, cette tâche, que d'apprendre à nos élèves, eh ben, ce que c'est, et qu'il y a des différences. Et oui, quand nos élèves de collège, en stage, ou au lycée professionnel, quand ils sont en BFMP, eh bien, ils vont en entreprise, c'est pas la même chose qu'aller au théâtre. Eh ben, tant mieux. C'est compliqué, mais faisons. Oui, tout à fait. On parlait de la laïcité dans le milieu scolaire, on a parlé de l'université, on peut tout à l'heure. Le point peut-être qu'on n'a pas abordé qui peut faire jonction, parce qu'effectivement, à l'Annonciation, on accueille des collègues de différents horizons, notamment d'éducation populaire. Et il y a eu un débat récent, fameux, sur le voile dans le sport, effectivement. Est-ce qu'effectivement, là-dessus, on n'est pas sur, encore une fois, une complexification de la tâche, parce que typiquement, on est sur des partenaires très loin de l'école, avec des élèves sur des temps différents. Qu'est-ce que dit cette collègue? Encore une fois, petite question de l'éducation vers vous. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution de l'état d'esprit, cette polémique là naissante assez récemment sur le voile
dans le sport. Bah ça confirme tout ce que l'on a dit, de cette volonté de contrôle social, d'instrumentalisation de la laïcité comme un outil de contrôle, un outil d'ordre moral. Et c'est pas positif. C'est pas positif parce que ça va à l'encontre même de ce qu'est la laïcité et ces libertés que nous devons au contraire dans le sens chérir. Effectivement, de vouloir imposer la neutralité absolue, celle d'un agent public, à des personnes qui font du sport dans le cadre amateur, ça veut rien dire. Évidemment que vous devez avoir des tenues adaptées. Évidemment que on peut pas s'habiller comme on peut quand on fait du sport ou en compétition, hein, même amateur. Et ça, le cadre juridique le permet déjà. Les fédérations peuvent déjà imposer des tenues réglementaires qui sont adaptées aux valeurs du sport, bien sûr, mais aussi aux règles du jeu, aux règles de sécurité, de sûreté, de propreté, d'hygiène. Tout ça est parfaitement bordé. On ne peut pas porter n'importe quoi sur la tête ou avoir des pendentifs comme on veut quand on fait des compétitions en sport amateur. Mais pourquoi aller plus loin que cela et sortir donc de l'objectivité des critères pour dire non, mais on va aller plus loin, on va dire que vous devez être parfaitement neutre, même si vous allez là, dans votre club de sport, c'est en fait on en vient quand même à une volonté d'exclusion là. C'est-à-dire quand on en arrive parce qu'il y a des clubs de rugby qui interdisent un port de casque à des jeunes filles parce qu'on pourrait se dire que c'est parce que c'est pour remplacer le voile alors qu'on l'autorise aux hommes. Non mais c'est quand même grave. Et on en vient à ça. Ça, c'est une exception française, quand même, sur le coup, hein. Il n'y a aucun autre pays au monde qui s'amuse à ça. Et pourtant, le sport, c'est pas que français. Il me semble que tout le monde pratique du sport dans le monde entier. Et il n'y a pas de difficulté. Donc là, on est dans une crispation identitaire qui est très inquiétante et qui ne peut que renforcer les replis, en plus, évidemment, puisque du coup, en l'occurrence, ce sont des jeunes filles qui sont sensibles d'une musulmane qui ont porté voile, elles vont faire dans des structures communautaires. Et puis voilà. Et est-ce que ce sera positif? Non. Ce qu'il faut faire, là encore, c'est, si vraiment on craint les replis, c'est mélanger les clubs. Je l'avais dit déjà à la FFF à l'époque de l'Observatoire. Comment ça se fait qu'on a encore des clubs de quartier contre d'autres clubs de quartier? C'est ça qui est absurde. À partir du moment où il y a pas de mixité sociale dans l'habitat, autant mélanger les quartiers et faire des clubs beaucoup plus communs. C'est ça la vraie difficulté. Ben non, une fois de plus, on va pas chercher la cause du problème, on va juste interdire la manifestation d'une identité qui est logique puisque elle ne fait que correspondre à un habitat et à une homogénéisation de la population. Donc là encore, c'est de la lâcheté pour moi que de vouloir constamment multiplier les interdits. Ces gens se disent fermes, mais ce sont des grands lâches qui refusent de lutter contre les causes des revenus. Merci beaucoup. Il y a des moments dans l'école où, sans venir à ça, avec l'applaudissement, là, je l'avais vu venir. Donc, on arrive au terme de notre débat, mais évidemment, on a largement le temps de prendre des questions dans la salle. Et je passe le micro. Alors, je vais. D'abord, merci, bonjour, pour avoir donné le rôle de communication. D'abord, on est dans le contexte, c'est mieux. Comme la collègue qui dit qu'elle est comme ça, vous disiez que la laïcité, c'est que surtout aujourd'hui, bon, ça sur le graphique, là, je suis pas d'accord, nécessairement, puisque nous, dans le cadre de l'émission de CPE et l'accord, le cadre de travail que nous avons fait sur tout ce qui est valeur de la publique, et là, je vais contre vous, contre cette question, sur les valeurs de la publique, nous, qui ne sont pas utiles, donc je vais ça, que la laïcité n'est pas minime. D'après ce que j'ai compris, j'ai compris les deux, mais pour elle, la laïcité n'est pas subjective. C'est ce que vous dites tout à l'heure. Après, faut-il l'expliquer à tout le monde correctement? Effectivement, je peux pas raison pour dire qu'on a récemment, des formations très récentes d'ailleurs, sur le fait de comprendre, connaître la laïcité, mais beaucoup moins sur, effectivement, la transmettre. Ça, c'est extrêmement compliqué. Vous l'avez dit, le collègue a dit sur les pourcentages, 36% même moins. Je le fais évidemment, l'établissement, c'est clairement partie de l'émission de CBE. Je le fais vraiment en collaboration avec les collègues de géographie.
Et niveau outils, effectivement, on va très 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 mal. Si aujourd'hui les élèves comprennent facilement le droit, le fait de la laïcité, que je ne vois pas contre les religions, ça permet plutôt d'ailleurs de les pratiquer, et que dans un état totalitaire non laïque et où on a imposé le bouddhisme, ils ne pourraient pas pratiquer leur religion. Globalement, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est compris par les élèves. Et donc, si moi j'ai déjà compris la laïcité, il la comprend aussi, si j'ai bien compris, en la simplifiant au maximum, c'est le droit de croire et de pas. Bon. Alors, chers collègues, alors, comme on a le temps, si vous faites un petit préambule pour expliquer un positionnement, il n'y a pas de problème. Mais si ça peut se conclure par une question, c'est bien. Et je me prépare également par mon animateur-chef, Adolphe. La question, c'est, bon, vous êtes tous des spécialistes, on est en politique, etc. Moi, j'ai énormément de mal à trouver des outils. Avoir une formation, même transmettre des outils, pour faire comprendre aux élèves que la suite, je dirais, la laïcité n'est pas contre les religions, mais elle vous autorise le droit à ne pas croire. Cette notion-là, elle est très complexe. Entre autres, vous disiez tout à l'heure que les jeunes filles étaient parfois discriminées parce qu'elles mettaient un voile. Moi, je vois une classe où il y a 500 garçons, 500 élèves, 480 garçons, 20 filles. Et elles ne veulent pas mettre le voile. Ils sont discriminés, elles sont embêtées, etc. parce qu'elles ne veulent pas. C'est l'inverse. Il y en a plein de jeunes filles aujourd'hui comme ça, où on a plus de difficultés à cacher le nombril que les cheveux. Clairement. Et elles sont discriminées et elles auraient, certaines en tout cas, la volonté d'avoir le droit de ne pas croire. Et moi, je veux dans un dire, dans la formation, c'est super dur à dire ça. Vous n'avez pas foi en France, vos parents nous transmettent ça, mais avec une qui n'a pas grand fait. Je ne combats pas la religion, je ne combats pas vos parents, je combats les gens qui obligent les autres à croire, puisqu'on a le droit de ne pas croire. Mais ça, c'est super dur à bâtir pour moi. J'ai le micro, alors je commence et puis après je lui passerai. Oui, tout à l'heure j'ai fait, enfin je vais vite, hein, je fais les raccourcis, mais il y a bien évidemment pas que pour l'histoire géo dans un collège ou un lycée qui s'empare de la question, mais le CPE, lui, il est moins dans la théorie, plus dans la pratique, et c'est lui qui l'a fait vivre peut-être le plus souvent au quotidien. Mais parenthèse faite, j'aurais bien aimé t'amener avec moi le jour où je suis allé discuter des programmes de MC, très franchement. Parce qu'on a essayé, par exemple, de faire écrire de ne croire ou de ne pas croire. La liberté de... Parce que dans le programme, il est écrit la liberté de croire. Nous, on voulait rajouter de ne pas croire, justement pour aider à ça. Donc, nous, on est convaincus, et c'est effectivement plus difficile avec certains élèves, c'est certain. Mais c'est, pour reprendre la question de départ, on n'est pas toujours aidé. Et la preuve, là, ça ne nous aide pas. Oui, c'est évident. La laïcité, on l'a dit, c'est la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut tout autant, en France, promouvoir ou pratiquer une croyance, comme on peut critiquer, moquer, contester une croyance. La seule limite, c'est qu'évidemment, on ne peut pas appeler à la haine contre quelqu'un à raison de sa croyance ou de sa non-croyance. On ne peut pas appeler à la discrimination à raison de sa croyance ou de sa non-croyance. C'est évidemment dans les deux sens, et il est essentiel systématiquement de le rappeler, parce qu'en effet, sinon c'est mal interprété également. On est bien d'accord. Alors, je suis très sensible à ce que vous dites, avec votre exemple particulier, où effectivement la loi du nombre et l'effet de genre fait qu'il peut y avoir des pressions insupportables posées sur les jeunes filles qui sont déjà exposées à pas mal d'injonctions plus ou moins contradictoires de tout. Je pense qu'on est dans un contexte, il ne faut pas faire les bisounours, on est dans un contexte qui est l'islam, enfin l'islam tel qu'il est représenté en France, est majoritairement conservateur et se replie sur un certain nombre de conventions qui sont très anciennes et qui... voilà. Donc, il y a un discours, bien sûr, un islam plus moderne et qui s'accommode de la modernité. Mais disons que
un islam sans culture, pour rappeler les propos d'Olivier Roy, peut essentialiser des prescriptions, oui, des prescriptions qui sont effectivement très problématiques et qui peuvent être réutilisées à l'encontre de la liberté des jeunes femmes. Donc je pense que peut-être c'est pas la laïcité n'est peut-être pas le seul recours, le recours à la laïcité, mais plutôt à l'égalité entre les sexes. Et à ce long combat justement pour arriver à cette égalité réelle qui n'est pas terminée et qui doit être portée devant les élèves. Alors moi j'ai une petite question, justement, tout à l'heure on parlait de la laïcité et que vous dites justement qu'on en parle de moins en moins dans les établissements scolaires. Pourquoi ne pas leur imposer tout simplement de les mettre dans la lettre en rituel tous les matins, tout simplement dans n'importe quelle, on va dire, discipline, que ce soit en sport, que ce soit, on va dire, en mathématiques, que ce soit en français, que ce soit voilà, tout simplement. Vu que vous dites depuis tout à l'heure que la laïcité, personne n'en parle, pourquoi pas tous les matins l'imposer, tout simplement. Voilà. Bah, il ne faut pas en faire un catéchisme, non. Tu veux je pense qu'il ne faut pas pour autant en faire un catéchisme. Ça ressemblait un peu. On va pas faire comme la prière laïque, quoi. Je pense qu'il faut surtout la pratiquer, quoi. Voilà. Et pour ça, encore faudrait-il que tous les enseignants, que toutes les filles soient parfaitement outillés, formés. C'est surtout ça la problématique. Plutôt que d'en faire un catéchisme, il faut plutôt en effet former et vous outiller un maximum pour que vous la fassiez vivre au quotidien dans vos classes. Oui, bah oui, mais ça on a bien proposé à l'Observatoire largement et on ne peut pas dire que le ministère est toujours suivi, quoi. Voilà, les formations, elles sont pas on l'a vu, elles sont pas très bien déployées et en plus elles sont très inégales. Selon qui c'est qui les délivre, vous pouvez avoir des idéologues aussi. Il faut une formation qui soit parfaitement conforme au droit et pas idéologique. Et là, on a quelqu'un qui dit c'est une valeur, ça commence mal. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va parler, on vous en parle. Il y a quand même dans les établissements, alors, divers remettait en cause la charte de la laïcité, mais je trouve que c'est un bel outil, justement, pour en parler avec les élèves. Voilà, quand on il y a une autre question sur la question des outils. Donc voilà, ça, elle est affichée. Moi, je m'en sers de temps en temps quand un élève pose une question ou voilà, ou un comportement qui porte atteinte au principe, eh bien, je reviens sur cette charte de la laïcité ou sur le règlement intérieur. Moi, j'en parle régulièrement, souvent, avec des élèves. Ma pratique professionnelle fait que j'y suis régulièrement confrontée, que régulièrement on en parle, pas forcément dans des moments de crise. Voilà. Mais justement, tu en parlais, mais apparemment c'est suite à un fait. Mais pas toujours. Non, je sais pas. Là, dernièrement, moi je suis intervenue dans une classe de des élèves qui arrivent de plein de pays différents, qui n'ont aucune notion de la laïcité. Eh bien, on en a parlé avec les élèves, et c'était très intéressant. Faire découvrir la laïcité à des élèves qui n'ont aucune notion de ce que ça peut être, parce qu'ils viennent de pays dans lesquels ça n'existe absolument pas. Là, ça permet d'en parler. Et d'ailleurs, pour parler pour répondre à la question du monsieur CBE, sur la notion de ne pas croire, il y a un élève au cours de cette séance qui a découvert qu'on ne pouvait pas croire. Il était effrondé. Il était vraiment complètement effondré. Et j'ai trouvé ça merveilleux, en fait, qu'on puisse montrer, lui expliquer qu'on peut ne pas croire. C'est possible. Très rapidement, parce que moi tout à l'heure je disais, je pense qu'on a arrêté d'en parler à un moment donné. Mais j'ai pas été assez précis parce que je pense qu'il faut que la parole circule aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en parle beaucoup. En fait, en réalité, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 27 ans quand j'ai commencé ma carrière. Parce que je crois qu'à un moment donné, la société globalement et aussi à l'école, peut-être que je me trompe, mais c'est mon ressenti, on pensait que c'était acquis. Ouais.
Et comme c'était acquis, on n'avait plus besoin d'y revenir. Et aujourd'hui, je pense au contraire qu'on se rend bien compte qu'il y a un manque et qu'on y revient. Alors, tous les matins, peut-être pas, de manière ritualisée, mais la faire vivre, oui, au quotidien, dès qu'on a l'occasion. Et je crois que peut-être dans le premier degré, c'est plus évident, parce qu'on n'a qu'un seul enseignant, et qui invente toutes les questions, et finalement, il va s'emparer peut-être d'une réflexion, d'une question d'un élève. Dans le second degré, je suis pas si sûr, parce que si c'est au cours de maths, et que le prof de maths, il sent pas que ça a un lien avec son programme, et qu'il se sent pas à l'aise de ce que je disais tout à l'heure, peut-être ça, il hésitera. Je regarde Willy pour voir s'il fait les gros yeux ou pas, mais... Bonjour, je suis enseignante en collège. Alors, en fait, j'ai deux questions à propos de la neutralité, ce que certains tendaient à imposer. Tout d'abord, est-ce que ça serait pas l'expression d'une peur envers la religion et peut-être d'une certaine religion en particulier? Et est-ce que cette volonté d'imposer la neutralité n'est pas apparue avec la loi de 2004, qui est une loi qui impose à certains usagers une règle que nous, en France, on impose à nos agents de la fonction publique? Voilà. Je comprends pas la question. Est-ce que la neutralité, finalement, c'est pas quelque chose qui a commencé avec la loi de 2004, où on a interdit à les élèves de porter des signes? Alors, je pense que la volonté d'étendre toujours plus loin la neutralité peut naître en partie, mais pas que, d'une confusion sur le sens de la loi de 2004. Puisqu'effectivement, donc a été intégrée avec cette loi la notion d'ostensibilité, de discrétion. Hein. Mais voilà, une fois de plus, on n'impose pas aux élèves la neutralité, on leur impose la discrétion. Et puis, du coup, comme ce sont des usagers, ce sont les premiers usagers à qui on impose une règle de restriction, eh bien, beaucoup ont pensé que ces règles de restriction pouvaient s'étendre à tout un tas d'autres publics usagers. Alors que non, effectivement, déjà, c'est une précision spécifique à cette phase d'apprentissage des bases du savoir dans le cadre scolaire, mais c'est la seule. Il n'y a pas lieu, en effet, a priori, d'imposer des restrictions autres que l'ordre public, que le respect de l'ordre public, bien entendu, à d'autres publics. Et donc, effectivement, certains se sont engouffrés dans ce qu'ils ont vu comme une brèche pour pouvoir largement étendre le principe de neutralité en se servant de cette loi. Effectivement, on a des parlementaires maintenant qui disent, comme on applique la neutralité aux élèves, c'est d'ailleurs pas pareil, eh ben il faut l'appliquer à l'extérieur de l'école, ça remonte ce que je disais tout à l'heure, bon, par cohérence, ils vont se servir de cet argument de cohérence, toujours un peu plus éloigné, enfin étendre le principe de neutralité, enfin si on les écoute, dans leur logique, bientôt on sera tous neutres partout, sauf éventuellement dans notre chambre, mais sinon on sera la neutralité partout, quoi. Donc ça n'a pas grand sens, évidemment, il faut effectivement faire attention à bien expliquer le sens de la loi de 2004 pour qu'elle ne soit pas pervertie, elle aussi, et qu'on étende toujours un peu plus. Mais après, évidemment, c'est aussi lié à un contexte, à une polarisation de la société, entre une société très sécularisée, mais aussi un recours à la religion comme valeur refuge pour beaucoup de gens, dans une période de crise, de peur en l'avenir, dans une période de crise des idéologies séculaires aussi qu'on évoquait tout à l'heure, où les gens reviennent à la religion, et en face, il y a une peur de la religion, donc il y a cette tension qui se crée, et puis il y a évidemment les confusions énormes qu'on s'est faites entre attentats islamistes et islam tout court. On le voit maintenant écrit même dans des rapports parlementaires qu'il y aura un continuum entre le signe musulman et la radicalisation. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, il y a effectivement cette peur et ces contextes qui créent aussi, qui alimentent cette tendance à toujours plus de neutralisation. Ça, c'est certain. Mais raison de plus pour être très vigilant là-dessus. Juste une petite chose, trop de neutralité nuirait au débat démocratique. C'est tout clair. Simplement. Donc, c'est pas qu'une question de religion, c'est une question de débat citoyen. Oui, bonjour. Une question sur la prise en compte de la laïcité dans les programmes scolaires, juste en préambule. Un point de clarification. La loi 65, elle porte sur la laïcité, la liberté de pensée religieuse, de culte, mais est-ce que ça s'explique? Et est-ce qu'après, en son application, elle peut aller au-delà sur la liberté de penser de la politique ou autre au-delà? C'est la jurisprudence. Ça, c'est la jurisprudence. D'accord. Moi, je posais cette question. Donc, effectivement, je ne fais pas partie de l'éducation nationale et j'ai dû comprendre le process de construction de la négation des programmes scolaires tout à l'heure.
par exemple, effectivement, je me pose la question en histoire-géographie, comment soit le programme, l'interprétation, en fait, historique, qui peut évoluer, et qui peut se mettre à manière différente selon la relation qu'un pays doit avoir avec d'autres pays et sa propre histoire, par exemple. Je pensais aussi sur le choix du linguage que vous proposez, qu'ils auraient être orientés. Et je pensais également sur le choix de l'apprentissage présent. Je suis pas sûre que sur le territoire national, la de France scolaire, il y ait des propositions d'offres de langues qui soient représentatives de celles qui viennent en parler si on connaît les statistiques. Je me dis la place. Alors l'élaboration d'un programme, ça part d'une commande politique. Un ministre passe une commande et au Conseil supérieur des programmes, qui, avec des spécialistes de la question, alors si on prend les programmes d'histoire-géographie, on va faire appel à des chercheurs, à des enseignants, des universitaires par exemple. Il y a quelques enseignants du second, du premier degré qui traînent de temps en temps quand même autour du CSC, mais je suis pas sûr que ce soit les plus entendus. Et puis ensuite, on présente un projet, alors aux organisations syndicales, comme je disais tout à l'heure, mais aussi aux enseignants. Il y a une instance à l'Éducation nationale qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation, où le texte va être présenté, mais le Conseil supérieur de l'éducation, il a un avis consultatif, donc il va émettre un avis. Il peut proposer des amendements que le ministère retiendra ou retiendra pas, mais en fait, sur le fond, c'est toujours le ministère qui a le dernier mot. Et les programmes, et notamment pour ceux que je connais le mieux, c'est-à-dire ceux d'histoire-géographie, on sait bien dans l'histoire que c'est un enjeu politique, le programme d'histoire-géographie, beaucoup moins que d'autres. Mais vous avez parlé du programme de français, par exemple. Là, on est en pleine réécriture des programmes de français du cycle 1 au cycle 4. Régulièrement, la question des ouvrages, est-ce qu'on inscrit dans les programmes quel livre on doit faire lire aux élèves, ou est-ce qu'on laisse la main aux enseignants, ou est-ce qu'on conseille? Et il y a toujours ces débats-là. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un scoop que de vous dire que quel que soit le programme, on est plutôt dans une forme injonctive et beaucoup moins souple et libre d'appréciation des enseignants, en fait. Aujourd'hui, on a quand même l'idée au ministère que on va mettre au pas les enseignants qui ne savent pas bien faire leur travail à travers un programme dans lequel ils n'auront pas plus de liberté que de bouger 2 mm à gauche et 1,5 à droite. Et alors, quant à l'offre de langue, ça, c'est une vraie question. Effectivement, elle n'est pas du tout égalitaire sur le territoire. Je ne saurais même pas expliquer très bien comment ça se passe, mais si ce n'est que, oui, il y a des aspects culturels qui font que certaines langues vont être davantage développées dans certaines régions proposées que dans d'autres. Puis on pourrait aller sur la question des langues régionales. Non. On m'appelle une question quand on apprend de la suppression des enseignants de EFCO et où on est de l'apprentissage de la langue arabe hors territoire confessionnel, on peut dire linguistique. Alors par provocation, je dirais qu'on en est dans le débat polémique. Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais à l'Éducation nationale, il ne se passe pas grand-chose. C'est sûr que l'enseignement de l'arabe, ça véhicule les peurs dont on a déjà parlé, en fait. Nous, on reste persuadés que si on l'enseigne à l'école, on a plus de chances d'éviter que ce soit un enseignement linguistique mais confessionnel en dehors de l'école. Donc, c'est plutôt à l'école que cet enseignement-là, pour nous, a sa place. Mais là encore, on entre tout de suite dans l'instrumentalisation, en fait. Parce que des partis politiques, des hommes politiques vont s'en emparer. Et cet après-midi, il y aura Najat Vallaud-Belkacem ici. Je pense qu'elle en aurait à dire, parce que quand elle a été ministre, alors elle y a eu droit à ça. Bon, je lui laisse la réponse. Bonjour, Christophe Gramino, je suis président, M. Franck m'a demandé de me présenter, président de la FCPE des Bouches-du-Rhône. Alors moi, j'ai pris mes fonctions en 2019, c'est le moment où la FCPE à sa campagne de rentrée de l'affiche de la maman, vous voyez qu'elle est pas de sortir
à accompagner les enfants en sortie scolaire, et donc je suis pris, dès ma prise de fonction, tous les médias, y compris nationaux, pour me questionner sur le sujet, et j'avais un seul message, c'était que pour moi, le principe de laïcité, effectivement, c'était d'unir le peuple et non pas le diviser. C'était en 2019, et depuis, je crois que c'est passé tout le contraire. J'ai eu qu'à lire le commentaire d'ailleurs de mon intervention sur BFM à l'époque pour le comprendre. Vous parliez du Conseil supérieur de l'éducation, et je me suis interrogé, parce qu'il y a la FSU, soutenue aussi par la FCPE il n'y a pas longtemps, qui a proposé de renommer les vacances de Noël et celles de la Toussaint en vacances d'automne et d'hiver. Et ça m'a interrogé parce que du coup, toute l'interprétation et toutes les réactions que ça a suscité, du coup, ça divise le peuple pour moi. Et je voulais votre avis parce que j'ai enfin trouvé le lieu où vous posez cette question. Après, par exemple, j'ai fait un café parent à Montréal la semaine dernière, où des mamans de confession musulmane font un goûter de Noël tout à fait logiquement, et c'est vraiment de la fête, c'est pas uniquement la religion. Donc ça me questionnait et j'aimerais bien votre avis sur le sujet. Qu'est-ce qu'il veut? On a peut-être zéro. Mais allez-y, c'est pour moi qui ai la Pour moi, ça, c'est pas c'est un presque un non-sujet. Et pourtant, ça fait un buzz pas possible, quoi. Mais, je veux dire, ça, de tout temps, il y a eu des volontés, des discussions sur renommer les fêtes. Déjà en 1905, il y avait un amendement qui avait été déposé pour revenir au nombre des fêtes païennes, quoi. Parce que les fêtes chrétiennes, tu sais, il y a des fêtes païennes en réalité, sauf avec des exceptions. Bon, finalement, Briand l'avait sorti de la loi, on n'en avait pas parlé de la loi, puisqu'elle cherchait évidemment un consensus avec une grande partie catholique du Parlement, et la France était encore très croyante et pratiquante. Mais bon, pour moi, c'est tout à fait secondaire. Après, effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, ces jours et ces noms sont les noms de fêtes très largement sécularisés, en fait. Donc, pour beaucoup, ça n'a pas qu'une connotation religieuse. Du coup, bon, c'est plus vraiment un problème, même en les gardant. Mais on pourrait, en effet, moi, c'est vraiment plus choquant de les appeler autrement, de les appeler fêtes de fin d'année, les vacances d'hiver, dans deux autres. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais on voit bien combien ça touche certains qui voient leur identité attaquée. Ils ont tort aussi, parce que non, si on peut garder ces noms, c'est pas parce que ça renvoie à une identité religieuse. C'est parce que maintenant, c'est très laïcité et sécularisé. Et que c'est aussi des fêtes familiales qui n'ont plus de connotation religieuse. Donc, dans les deux cas, en réalité, les réactions sont pas justifiées, clairement. Et pour moi, c'est pas un sujet qui devrait autant attiser les tensions. Et on le voit bien, ça prouve bien, ça illustre bien dans quelle époque nous sommes, et aussi combien certains veulent revenir à une identité majoritaire face à des identités minoritaires. Ça, c'est pas mon fait, c'est là. Tu venais dire un mot? Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec Ah bah voilà. moi, je suis assez pour la laïcisation des moments publics, enfin des moments des fêtes et je trouve que c'était une des propositions, parmi toutes les autres qui n'ont pas été retenues de la commission Stasi, c'était de faire mieux droit à d'autres sensibilités religieuses, et de permettre aussi que ce soit les fêtes partagées. Oui, dans les filles, c'est oui. Alors, évidemment, il y a la liberté d'être absent lors des grandes fêtes reconnues de votre culte, mais je pense que symboliquement, quand même, qu'il y ait 4 fêtes catholiques, je crois que c'est 4 d'origine catholique, qui soient des jours fériés, je trouve que ça pose quand même question, et que, bon, Noël, c'est plus compliqué, il y a eu ces disputes. C'est un ridicule du sapin de Noël. La signification religieuse du sapin de Noël, alors, c'est vraiment autant le problème des crèches, c'est un vrai autant le sapin de Noël, c'est vraiment une tradition d'ailleurs païenne aussi. C'est païen, issu de la paille des pays germaniques, et donc ça n'a rien à voir avec ce religieux. Mais je pense que
dans une société où on est con à se victimiser et à se sentir victime de discrimination, ce serait pas si mal que on laïcise certains noms de fêtes ou de vacances. Moi, ça ne me choquerait pas du tout. Juste pardon, même si je fais pas le micro, la question c'était aussi que l'interprétation que vous faites à la proposition, ce qui vous la comprendre, mais que tout ce qui va en être fait, ça va diviser les peuples. Donc est-ce que ça vaut le coup? Eh oui, C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors sans préserver la déventure récupération, et nous trouver une fois immédiate tout à fait contrebalance et Nicolas, une syndication n'avait pas porté, c'est pas forcément bien prioritaire, mais nous l'avons soutenu au CSE, et aussi c'est de faire un peu le cas aussi de la question des besoins. En fait, quand on appelle vacances d'hiver ou d'été, bon voilà, Tout à fait. Ah, voilà, donc voilà, ça relativise le un petit peu, mais ça dit beaucoup aussi de la façon dont on envisage les choses. Et puis je crois que c'est ah oui, et simplement sur les sapins de Noël, puisque Valentin en a parlé, ça a quand même fini par arriver et être mis quand même en exemple dans les choses qu'on dit pour les enseignants quand même. Sur l'école de laïcité, quand même, qu'on ait cette approche, parce qu'effectivement, on avait systématiquement des questions et des débats autour de ça. Quand c'était pas ça, ça a été très référencié calendrier de la. Voilà. Ça te donne une idée quand même de la hauteur du débat et de la qualité des débats. C'est clair. Je crois que c'est à moi, bonjour à tous. Bonjour à tous, Salia Bouchy, responsable de formation professionnelle continuée par l'apprentissage dans la qualité spatiale détachée dans le méta CFA. C'est important pour moi de situer le contexte de l'action, puisqu'on est aussi des acteurs de l'éducation nationale le plus pensés sur l'apprentissage et la formation continue. Donc, ma question est très technique et s'adresse essentiellement, je pense, à M. Carmen. Je voudrais d'abord aussi témoigner d'éléments positifs sur l'intervention de l'analyse arbitre, sur l'importance d'expliquer la laïcité aux personnes qui ne la connaissent pas. Donc nous, on accompagne les publics souvent en réclamation, parfois des plus loin avant. Donc expliquer ce que c'est la laïcité, c'est la base. Et dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. Mais on peut avoir des gens qui sont dans leur recul comme c'est, et donc qui viennent attaquer la laïcité. Donc, justement, comment on répond à des publics adultes ou plus jeunes sur le port de signes ostentatoires dans le cadre de la formation continue. Est-ce qu'on a ou pas, sachant que nous formons des personnes qui sont dans les établissements scolaires, qui s'appellent le collège, le lycée, et selon le chef d'établissement, il y a plusieurs interprétations. Merci. Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui revient souvent. Alors juste, signe ostentatoire n'a pas le même sens que signe ostensible. Là, vous parlez de signe ostensible, je pense. Signe ostentatoire, c'est autre chose. Souvent, dans les débats publics, on parle d'ostentatoire, mais ça ne veut rien dire. Ostentatoire, c'est un signe ostentatoire, ça peut être n'importe quel signe, même discret, mais qui est accompagné d'un comportement prosélyte. Donc, c'est pas la même chose. Là, on parle bien du signe ostensible, c'est-à-dire visible de tous, immédiatement reconnaissable comme un signe d'appartenance. Et dans les Greta, qui généralement sont au sein d'établissements publics scolaires, souvent primaire, secondaire, effectivement, il peut y avoir des règles, mais en effet, c'est le chef d'établissement qui doit les dicter. Dans le règlement intérieur, vous pouvez homogénéiser la règle, c'est-à-dire du fait qu'il y a concordance de temps et de lieu entre ceux qui sont soumis à la loi de 2004 et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez effectivement demander à ce que ceux qui ne sont pas soumis à la loi de 2004 parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils ne sont pas dans cette phase-là, soit astreint à ce principe de discrétion. Donc effectivement, il faut le rédiger dans le règlement intérieur, si vous le souhaitez, si c'est souhaité. Il faut qu'il soit soumis à la même règle pour qu'il n'y ait pas de conflit et une incompréhension au sein du même établissement entre ceux qui ne seraient pas soumis à la loi de 2004 et ceux qui y sont soumis. Voilà. Ça répond à votre question. C'est-à-dire que là, vous pouvez effectivement, s'il y a des tensions objectives qui sont constatées, et du fait de cette concordance de temps et de lieu, vous pouvez en effet imposer par le règlement intérieur que la règle, à savoir de discrétion, s'impose à tout le monde. Merci. On s'arrête dans 10 minutes, comme prévu avec Gélie, on reprendra à 14h.
Donc, merci à ce que nous avons partagé et ici expliqué. Parce que, effectivement, je m'en dis que les autres problèmes aussi, c'est une forme de société où les débats sont de plus en plus radicalisés pour tout sujet et que donc c'est compliqué de pouvoir échanger tranquillement et notamment sur ces questions-là. J'ajoute aussi à cela l'éducation scolaire, l'apprentissage adolescent, que de l'adolescence n'est pas forcément l'âge de la mesure et que lorsqu'on doit l'apprendre, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas dites, mais plutôt les lier à un temps précis de l'adolescence. Ça, c'est la façon de voir les choses. Et du coup, la laïcité à l'établissement scolaire, en tout cas c'est mon sentiment, on en parle souvent en réponse à des situations conflictuelles et parfois, du coup, on agit des concepts. Vous l'avez très clairement dit, on met tous un peu des choses différentes normes, des valeurs, des principes, enfin, c'est pas tout. Moi, je vous pose cette question-là. Est-ce que aussi l'école elle a été largement demandée sur cette question-là parce qu'à un moment donné, on a moins fait peut-être la différence entre les connaissances et la tendance. Et parce que, je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question, l'école n'a pas intégré à reposer sa mission micronière, à savoir la transmission des savoirs et l'importance de la connaissance. Et peut-être que ça aurait pour finalité de clarifier ma faisance à l'école, pourquoi faire, et peut-être qu'elle serait moins en prise avec des questions comme ça. Voilà. La différence de connaissance et croyance et le lieu de l'école comme le lieu de transmission de l'hypothèse. Vous avez raison, c'est bien ça. L'école. Alors, on se retrouve confronté à cette question-là dans le cadre de contestation d'enseignement, où c'est la croyance qui va prendre le pas sur la connaissance, d'où le travail de l'enseignant et la nécessaire formation pour pouvoir établir la distinction entre croyance et connaissance. Ces derniers temps, dans l'établissement que j'étais précédemment, il y avait en cours de SVT une remise en question par les élèves de la théorie de l'évolution. Et donc là, c'est une croyance religieuse qui vient prendre le pas sur la connaissance. Eh bien, c'était là tout l'art des enseignants de faire comprendre aux élèves. Nous, ce qu'on fait, c'est quand l'enseignant vient nous voir en nous disant là, vraiment, je n'y arrive pas, c'est là pour notre effet, et on leur explique qu'à l'école, c'est bien la connaissance qui effectivement, pour certains, c'est extrêmement compliqué. Et là, en l'occurrence, il était compliqué d'accepter que l'homme n'était pas la création de Dieu. Et là, on atteint, on touche là à des choses qui peuvent être très complexes. Oui, cette question de la confusion entre croyance et savoir, elle est fondamentale, mais moi je vais aller au-delà. C'est que ça dépasse la question de la laïcité. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont confrontés à ça sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'on a encore plus besoin d'exercer, d'abord de bien faire la différence entre les deux, et de leur apprendre à accéder à l'esprit critique. Et c'est bien un enjeu fondamental, oui, que l'école porte, je crois, et doit peut-être plus porter, sûrement, mais l'enjeu, oui, il est bien ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le thème? Encore le temps pour une dernière question. Merci. Moi, c'est très anecdotique, mais c'est parce que la question s'est posée une fois. Je suis enseignante en IAE, donc ça a été associatif. Nous, on était cachés de l'éducation nationale, donc moi je suis fonctionnaire à l'action de l'éducation nationale. Et la question s'est posée,
une des salariées porte le voile, et pour moi ça n'a pas choqué, puisque justement on va continuer associatif. Mais du coup, comme certains de nos élèves vont dans des classes, c'est-à-dire dans une classe externalisée dans le collège et le lycée, eux ils se posent la question parce que du coup, finalement il y a deux règles pour eux qui sont différentes, et du coup, parfois ils n'arrivent pas à la comprendre. Donc la question c'est que, du coup, est-ce que cette jeune femme a le droit de porter le voile? Comment eux, je m'en doute. Et donc, c'est juste pour avoir une vraie réponse à apporter à mes élèves de 16 et 20 ans qui sont en situation de handicap. Donc, c'est pas du tout facile de bien leur expliquer. Ça dépend. Là, en fait, vous êtes ou pas dans le service public, dans une mission de service public. Si c'est une mission de service public qui vous est déléguée, cette personne ne peut pas avoir de problème. La personne, elle est salariée de l'IEF, qui est associative. Oui, mais il est associatif, mais il a une mission de service public en espèce. Ben voilà. À partir du moment où on délègue une mission de service public, même à une association, dès lors que c'est le service public qui est représenté, la personne, normalement, en effet, ne va pas porter de symbolisme. C'est très clair. Je ne sais pas si Jean-Baptiste voulait rajouter un mot. Non. Bon, merci. Je pense qu'on peut faire un petit peu Oui, donc je mets la parole à moi-même avant que vous partiez. On se retrouve aussi à 14h, précisément, ici, qui arrivera avant. Il reste un petit peu de café dans les carottes, donc je vous rends. Non, pas, hein. Alors, à l'honnêteté de Thomas, et ensuite de donner la parole, ça c'est pas très sport, mais simplement je finis un sport pour nous, parce que ma camarade Alain Giroud me le rappelle, le syndicat des enseignants de ça, donc fait son webinaire avec le bleu, si je n'ai pas vu. Et donc sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, mercredi 18h. Voilà, et vous leur demandez aussi que le CFK a évalué ses licences et se retransmis également en ligne, fait son colloque de laïcité, au champ rappel, vous retrouvez par le marqué. Merci encore à vous de votre attention, merci infiniment de